Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour le tout dernier stream de ces vacances de la Toussaint. Dernier stream sur les révisions du bac, évidemment. Alors attendez, hop. Ça doit être un poil mieux. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu, on s'attaque à un énorme morceau, on s'attaque à un des poèmes les plus connus tout simplement de la littérature française, puisqu'on s'attaque à Demain des lobes de Victor Hugo. Je pense qu'avec Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud et avec Euryki Commulis de Du Bellay, on doit être sur le podium, en tout cas dans le top 5 avec certitude des poèmes les plus connus de la littérature française. Alors, plein de choses à vous dire sur ce poème, évidemment. La première, remettre un peu dans le contexte. C'est vrai que quand je le fais avec mes élèves, souvent, je laisse un peu de suspense. On part du texte, et puis on essaye de voir l'évolution dans le texte, jusqu'à aboutir à la chute du poème. Bon, si vous êtes en première et que vous préparez ça pour le bac, normalement, vous connaissez déjà la chute. Donc on va pas tourner 160 ans autour du pot, on va tout de suite la donner. Donc c'est un poème qu'a écrit Victor Hugo en mémoire de sa fille Léopoldine, décédée à l'âge de 19 ans, ce qui est quand même assez triste. Je vous mets ça tranquillement. Voilà, Léopoldine, elle ressemblait donc à ça. Et Victor Hugo, donc avait pas mal d'enfants, je sais plus exactement combien, mais clairement Léopoldine, c'était sa fille préférée, pour tout un tas de raisons. Elle a été très intelligente, elle partageait une vraie sensibilité littéraire avec son papa, elle écrivait des romans, etc. Et surtout, sa disparition à l'âge de 19 ans va profondément marquer Victor Hugo. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes autour de cet événement. Alors déjà, comment est-elle morte? Alors elle est morte quelques mois après son mariage. Elle est morte avec son mari sur la Seine, une barque dans laquelle il se promenait, s'est retourné et ne sachant pas nager ni l'un ni l'autre, ils se sont noyés tous les deux. Voilà, donc elle avait 19 ans, elle était mariée depuis quelques mois. Deuxième fact intéressant à propos de cette histoire, c'est comment Victor Hugo a appris la disparition de sa fille. Il était à ce moment-là en voyage avec une de ses maîtresses, une de ses principales maîtresses, qui s'appelait Juliette, j'ai plus son nom de famille, on va regarder ça. Mais ils étaient en voyage en Espagne à ce moment-là, et il a appris ça en rentrant en France, sur la route, avec dans la presse. Et c'est chaud, c'est-à-dire que... enfin, je sais pas pourquoi je me marre, c'est-à-dire qu'il rentre, il prend un journal dès qu'il passe la frontière, et il tombe sur un article, la fille de Victor Hugo est morte, noyée dans la Seine, et il l'a appris comme ça. Et du coup, il l'a appris voilà, pendant un voyage avec sa maîtresse, donc je pense que le poids des regrets a dû être assez énorme. Donc oui, Juliette Drouet, je sais pas si vous le voyez apparaître, ouais, Juliette Drouet, sa maîtresse, avec qui il était en Espagne à ce moment-là. Donc forcément, voilà, il y a un sentiment de culpabilité chez Victor Hugo, même si, évidemment, il aurait rien pu faire s'il avait été là, mais clairement, il n'était pas au bon endroit au bon moment, quoi. Donc il va nourrir un petit peu des regrets par rapport à ça, et ça va l'inciter, cette disparition, à plonger dans le spiritisme, qui était franchement à la mode à l'époque, hein. En même temps, en parallèle du développement de la science au 19e, on a le développement, une fascination pour tout ce qui est mystère, paranormal, etc. On en a déjà un petit peu parlé avec Nerval hier, mais voilà, il y a vraiment cette dimension-là. Pourquoi? Parce que, en fait, on considère au 19e que la science finira par tout expliquer, et que les phénomènes paranormaux sont simplement des éléments que la science n'explique pas encore, mais qui se justifient scientifiquement. Donc pour eux, il y a zéro contradiction à aller faire tourner des tables, parler aux esprits et croire absolument dans les progrès de la science. Et Victor Hugo, du coup, voilà, va rentrer un peu dans ce truc-là, notamment pendant son exil à Jersey,
exil sous Napoléon III, puisqu'il va vraiment s'opposer fortement à Napoléon III, qui du coup, voilà. Donc Victor Hugo va s'exiler de lui-même, et puis ensuite ça sera une décision entérinée par Napoléon III. À Jersey, il va faire régulièrement tourner des tables avec un petit groupe d'amis, et ça va très mal se terminer. Donc il va du coup changer d'île et partir à Guernesey, où il va arrêter totalement ça, mais où il sera persuadé d'être régulièrement hanté, visité par des créatures qui viennent de l'au-delà, et je sais plus comment ça s'appelle. Victor Hugo, et je sais plus comment il les appelait, les eaux... Il leur donnait un nom hyper bizarre. Donc il était un peu, pour ceux qui ont lu le Horla, il était un petit peu comme Maupassant, quoi. Un peu dans ce genre de délire-là, il était persuadé d'être hanté par du coup des créatures extrêmement cheloues. Au crieur, je crois, un truc comme ça. Si vous l'avez dans le chat, faites-nous gagner du temps, n'hésitez pas. On a plein de trucs, mais je retrouve pas le terme exact. C'est dans un podcast sur la folie et les créateurs, et qui était concentré sur Nerval, que j'ai entendu cette anecdote, et qui est hyper intéressante. Donc on a voilà, tout ce côté-là paranormal et tout va fasciner Victor Hugo à partir de la mort de sa fille, Léopoldine. En fait, il va sauter là-dedans pour essayer de... pour essayer de reprendre contact avec elle, de communiquer avec elle, malgré la séparation et la mort. Et... alors, attendez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Comment il appelle ça? Les ocriniers. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Voilà, les ocriniers. C'est ça. Oh, pardon. Et du coup, il a fait des dessins, puisqu'il dessinait beaucoup, il peignait très bien, Victor Hugo. Il a fait des dessins des ocriniers. C'est assez étrange, quoi. C'est assez étrange. Donc voilà, il va du coup essayer de rentrer en contact avec les morts, notamment des morts célèbres. Il va faire parler Jules César, voilà. Puis après, il va même parler avec des vivants qui sont séparés géographiquement. Donc il va partir dans des bails assez sombres et assez étranges, suite notamment à la mort du coup de Léopoldine. Bien, le poème du coup Demain dès l'aube a été écrit quelques années après, je crois c'est 4 ans après. Et on a l'impression qu'il l'a écrit le lendemain, quoi, tellement la douleur est vive. Donc c'est pour dire à quel point voilà, cette mort l'a évidemment affecté. Évidemment, tout parent qui perd un enfant, voilà, c'est une douleur, un drame terrible. Mais chez Victor Hugo, du coup, ça va vraiment influencer et marquer toute la suite de son œuvre, et de sa vie, tout simplement, et de ses choix de vie. Voilà. Donc ce poème est magnifique, et je vous propose sans plus tarder de foncer tête baissée et de commencer à l'étudier. Alors on est parti, demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Voilà le programme. Alors, dans cette première strophe, déjà, plusieurs choses. Non, déjà le poème, composé de 3 strophes, 3 quatrains, vous le voyez, avec des rimes croisées et avec des alexandrins. Voilà, jusque-là on est bon, pas de difficulté particulière. Première strophe, on constate une chose, enfin moi il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a plusieurs phrases. Il y en a beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, ce qui est énorme,
ce qui est énorme hein, dans l'idéal, alors on n'est évidemment pas dans la même époque, mais dans l'idéal du 16e par exemple, l'objectif c'est quand on fait un sonnet, donc 14 vers, de le faire en une seule phrase. On essaye de couper le moins possible les textes pour montrer justement sa virtuosité à manier la langue, la syntaxe et la grammaire. Là on n'est pas du tout sur ce projet-là, on fait des phrases très courtes, voire extrêmement courtes, puisqu'il y en a qui font même pas un vers, et donc une manière de couper vraiment fortement le texte, de mettre énormément de pauses pour vraiment poser le cadre de cette histoire. Alors les rimes sont croisées, on l'a dit. Pourquoi ? Probablement parce que les rimes croisées, c'est quand voilà, il y a des choses qui se croisent mais qui ont du mal à se rencontrer. Voilà, contrairement aux rimes embrassées, auxquelles on pourrait s'attendre du poème d'un père pour sa fille, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des rimes embrassées qui montrent l'amour paternel, la protection, etc. Or, il a choisi des rimes croisées, tout simplement peut-être parce que depuis que Léopoldine est morte, ils ne peuvent plus se rencontrer. Voilà. La rime embrassée, les rimes embrassées, c'est des rimes de rencontre, de communion. Or, ça n'est plus possible, techniquement, donc ils se croisent sans jamais se rencontrer. Je pense que c'est un des sens assez logiques qu'on pourrait donner ici aux rimes croisées. Alors on est parti, première phrase. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Première chose, la présence du futur, je partirai AI, c'est bien un futur simple de l'indicatif, hein, bien sûr. Donc on a ici tout simplement une promesse, puisque je vous rappelle dans les valeurs des temps, le futur c'est une action qui arrivera dans l'avenir avec certitude, donc ici on est sur une promesse, il promet qu'il partira demain à la première heure, c'est pas hypothétique, il y a pas, quelles que soient les conditions, il partira. Donc ça c'est important. Deuxième chose, justement, ce verbe de la proposition principale, je partirai, puisque blanchi, eh bien un verbe conjugué, hein, mais il est dans la subordonnée relative où blanchit la campagne, qui qualifie l'heure. Le verbe de la principale, c'est bien je partirai, il arrive tout à la fin. Ce qui est assez surprenant. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs manières de le mettre en valeur. Déjà, il est tout à la fin. Ensuite, il est en rejet, c'est-à-dire qu'il est sur le vers suivant alors que la phrase n'est pas terminée. Et enfin, il est séparé par une virgule, donc il est complètement détaché en fin de phrase. Tout ça pour le mettre en valeur. Donc, le mot le plus important dans cette première phrase, c'est « partirai ». C'est le départ. Cette importance du départ. Quand on sait où est parti Léopoldine, le fait que lui veuille partir pour la rejoindre, on est quand même sur des pensées assez sombres. Voilà. Je veux pas extrapoler trop, mais on est sur des pensées très très sombres, très obscures. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, très intéressant, demain, dès l'aube, je sais pas comment dire, mais c'est ce sont deux compléments circonstanciels de temps qui évoque l'avenir, la confiance en l'avenir. Demain, c'est le lendemain, donc on espère le lendemain. Et dès l'aube, c'est le début de la journée, c'est le moment de toutes les promesses avant que la journée se développe vraiment. C'est le moment de tous les espoirs. C'est le moment où le monde se découvre et avant que tout le monde ne prenne vie. Je vous renvoie pour ça au discours à la tirade très célèbre d'Antigone dans la pièce du même nom de Jean Anouilh, quand elle parle à sa nounou au tout début, où elle explique qu'elle s'est levée très tôt avant tout le monde et que le monde s'est levé pour elle toute seule, etc. On est vraiment sur le temps des promesses, le temps de l'espoir, et c'est très intéressant quand on connaît la chute du texte et les conditions dans lesquelles il l'a écrit. On se rend compte qu'il y a une volonté de sa part de nous amener sur une fausse piste dans cette première strophe. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc on a vraiment un dialogue entre je et tu. Ici le tu, on ne sait pas qui c'est. Il n'est pas nommé. D'ailleurs il n'est jamais nommé. C'est-à-dire que Léopoldine n'est jamais citée directement dans le texte. Donc on se dit... C'est a priori, lorsqu'on lit le texte pour la première fois, normalement, on se dit, il part pour un rendez-vous galant, amoureux, il va retrouver la femme qu'il aime, puisqu'il est impatient de partir, puisqu'il partira à la première heure, donc a priori, il part pour un rendez-vous amoureux, donc on a un dialogue entre je et tu, je étant Victor Hugo, tu étant la femme aimée. Vois-tu, je sais que tu m'attends. On est de nouveau dans la certitude du départ, certitude de l'attente en face. Voilà.
je sais que tu m'attends. Autre chose, oui, l'heure où blanchit la campagne, on est du coup vraiment sur le tout début de la journée, sur la matinée, où en fait il y a de la rosée du matin qui vient saupoudrer comme ça un petit peu la campagne de blancheur. Éventuellement, ça peut être du givre, la rosée peut givrer si on est en hiver. Je suis pas certain que ce soit de la neige, parce que voilà, ou alors c'est quand le soleil se lève, le blanc de la neige ressort alors que la nuit on le voit pas, peut-être, je sais pas. Mais on n'a aucune certitude que c'est de la neige. Beaucoup font ce lien-là, je suis pas sûr. Moi, pour moi, ça peut être tout simplement la rosée. C'est une manière un peu poétique de repréciser l'aube, voilà, pour bien insister sur le fait qu'il partira très très tôt, voilà, à la première heure. Ensuite, on a j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Alors on a un alexandrin parfait, absolument académique, puisqu'on a 2 hémistiches, donc 2 moitiés de vers de 6 syllabes. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Très intéressant la construction de chacun de ces hémistiches au niveau des accents. Les accents toniques, ils sont là. Je vous les mets en rose. Donc on a ré, ré. Ah, zut. Ré, ré. Et ré. Tac. Et tagne. Donc en fait le rythme de ce vers, c'est si on part des accents toniques, ça fait 2-4, 2-4. Et c'est une façon de construire l'alexandrin. On appelle ça une cadence ascendante, je crois. J'ai un doute là du coup. Cadence ascendante. Poésie. Cadence montante, cadence ascendante. Ascendante pour moi, hein. J'ai un doute, mais pour moi c'est ça. Du coup, c'est lorsqu'on a l'hexasyllabe, au lieu d'être coupé en 3-3, de manière équilibrée, classique, il est en 2-4, c'est-à-dire que la deuxième moitié est plus... Voilà, de plus en plus long, c'est ça. Rythme ascendant. Cadence ascendante. Très bien. Donc c'est bien ce que je vous disais. Pardon, je vérifie en même temps. Donc cadence ascendante, 2-4, cadence descendante, 4-2. Or, 2-4, on est sur une cadence montante, ascendante, ça souligne 2 choses. Ça souligne l'impatience de Victor Hugo, et toujours pareil, ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'espoir, le lendemain, l'aube, le moment où la campagne blanchit, etc. On a cet espoir du lendemain et cette impatience de partir, retrouver, tu. Et du coup, tout ça insiste et souligne l'impression qu'on a qu'il part pour un rendez-vous amoureux. On a également dans ce troisième vers une anaphore, puisque les 2 propositions qui sont juxtaposées, séparées par une virgule, commencent de la même manière. Et comme ça reprend la même construction syntaxique, c'est une anaphore un peu particulière, et je vais essayer de vous retrouver le nom parce que je m'en rappelle absolument jamais. Je crois que c'est l'épanaphore. Je vérifie mon petit cahier de révision du CAPES. Et je crois que c'est l'épanaphore. Où est-ce que je la vois? Épanaphore, sorte d'anaphore qui reprend et reproduit à l'identique la structure syntaxique du segment repris. Voilà. Exemple. Chez Jean Rostand, on tue un homme, on est un assassin. On en tue des millions, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu. Donc là, c'est exactement la même chose. On a la reprise syntaxique des 2, de j'irai par, là, plus un nom. Donc c'est bien une épanaphore. Et effectivement, si vous balancez ça, il y a quand même assez peu de chances que les autres le connaissent aussi. Donc normalement, vous marquez des points par rapport aux copains qui passent avant et après. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. C'est la conclusion de ce premier quatrain. Effectivement, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. Impatience de partir, distance géographique, donc besoin de partir, j'irai par la forêt, par la montagne. Il est prêt à voyager longtemps, on dirait Bilbo le Hobbit qui part pour une grande aventure. Donc il part, il traverse la forêt, la montagne pour retrouver cette personne aimée, et il ne peut plus demeurer loin d'elle plus longtemps. L'attente et la séparation géographique est insupportable pour Victor Hugo. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Voilà. Et donc, il part.
Jusque-là, on est bon. J'enchaîne un peu. Strophe suivante. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Magnifique. Absolument magnifique. On a toujours le futur. On a toujours le futur qui est là. Là, à l'inverse de tout à l'heure, le verbe de la principale est au tout début. Je partirai est repris en écho ici avec je marcherai, mais là c'est au tout début de la phrase. Et ça va nous expliquer du coup comment, dans quelles conditions va se dérouler son voyage. Et c'est là qu'on commence à avoir des doutes et qu'on commence à se demander un petit peu s'il part réellement pour un rendez-vous avec son crush. On va voir ça tout de suite. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Alors, les yeux fixés sur mes pensées. Les yeux... Alors, d'ailleurs, je crois que c'est Victor Hugo lui-même qui disait que c'était le reflet de l'âme. Petite recherche, pour être sûr. Mais les yeux... Reflet de l'âme... Hugo... C'est pas le seul à l'avoir dit, hein. C'est un truc, c'est une image assez courante. Mais il me semble que Victor Hugo l'a dit lui-même. Donc il y a ce côté-là, mais surtout les yeux, bon, ils sont à la base surtout faits pour voir les choses extérieures, les choses réelles, les choses concrètes. Or ici, il dit que ses yeux seront fixés, focalisés sur ses pensées, donc sur quelque chose d'immatériel. Ça veut bien dire que le monde autour n'a plus de sens, il ne le regarde plus, il ne le voit plus, parce qu'il ne voit que ses pensées qui l'obnubilent. Les yeux sont le miroir de l'âme, l'amour c'est l'absolu, c'est l'infini, la vie c'est le relatif et le limité. Voilà. Citation de Victor Hugo. L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. C'était celle-là à laquelle je pensais. Car le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes, c'est Cicéron. Ok. Non mais voilà, l'œil de l'homme est la fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête. Victor Hugo, qui dit ça. Alors on est complètement là-dedans. Complètement là-dedans. Il est... Voilà, complètement occupé exclusivement à ses pensées, et qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore quelles sont ses pensées, mais on sent qu'elles ont une importance capitale pour lui, à tel point qu'il ne voit plus le monde autour. Et c'est confirmé dans le vers suivant, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. On retrouve l'épanaphore qu'on avait déjà vu au troisième vers du premier quatrain, à savoir une anaphore, mais avec la même construction grammaticale, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Là, on n'a plus de cadence, on est sur un alexandrin absolument parfait. 3, 3, 3, 3, parfaitement équilibré. Si je reprends les... mes accents toniques, ils sont là. Alors, pour savoir les accents toniques où ils sont, on les met sur des mots en général un peu longs, ou en tout cas importants, c'est-à-dire que sur les petits mots de liaison, on considère qu'il n'y en a pas. Et on les met sur la dernière syllabe d'un mot qui se termine par une... non, on va faire dans l'autre sens. C'est sur l'avant-dernière syllabe d'un mot qui se termine par E, et sur la dernière syllabe d'un mot qui se termine par autre chose. Voilà. Donc ici, c'est bien bruit, c'est bien temps de entendre, c'est bien or, et c'est bien voir. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vers parfaitement équilibré. Qui vient ici, là encore, tout à l'heure, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, vient insister sur le... Comment dire, sur sa volonté, son abnégation, sa volonté de vraiment ne reculer devant aucune difficulté pour retrouver la personne. Ici, ça insiste sur le fait que vraiment le monde extérieur n'existe pas pour lui, tellement il est focus sur ses pensées. Et alors derrière, on a une petite énumération intéressante d'éléments descriptifs de notre ami Victor Hugo. Avec seul. Donc il est seul parce que c'est le matin. Il est seul parce que sa fille est morte. Voilà, c'est un indice de la chute. Il est seul parce qu'il est complètement fixé sur ses pensées, il ne voit pas le monde qu'il y a autour. Ensuite, on a inconnu.
très intéressant parce que Victor Hugo, de son vivant, était excessivement célèbre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec habitait avenue Victor Hugo, on en a déjà parlé, le mec habitait avenue Victor Hugo, ou boulevard Victor Hugo, je sais plus, de son vivant. C'est-à-dire que quand on lui écrivait une lettre, on écrivait à Monsieur Victor Hugo, avenue Victor Hugo à Paris. Je crois que c'est un cas unique, je suis pas sûr que ça ait déjà existé pour d'autres personnages, ou alors si c'est le cas, la liste doit être extrêmement courte. Victor Hugo, c'était un monstre sacré de son vivant, quoi. Tout le monde le connaissait, c'était une star absolue, c'est au niveau c'est au niveau de Kylian Mbappé, quoi, aujourd'hui, au niveau de Paul Pogba. Voilà, vous croisez Mbappé dans la rue, même si vous aimez pas le foot, vous le reconnaissez, quoi. Lui, c'était pareil. Or, il est inconnu, c'est-à-dire que personne ne le connaît, personne ne le reconnaît, pour une raison très simple, c'est que personne ne peut comprendre la douleur qui est la sienne, à ce moment-là. Voilà, la douleur qu'il ressent après la perte de sa fille est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, qu'il considère que les autres ne peuvent pas la comprendre. Voilà. Le dos courbé, donc on sent qu'il porte quelque chose, qu'il porte un fardeau. Donc là, on est sur une description physique. Il avance le dos courbé. Il avance également les mains croisées, c'est-à-dire que c'est l'inverse de l'ouverture, hein. Quand vous avez les mains ouvertes, c'est que vous êtes prêt à discuter avec autrui. Lui, pas du tout, les mains croisées. Il veut que personne l'emmerde, en gros, hein. Il veut rester dans son coin, et c'est un message assez clair, ne venez pas me parler. Voilà. Très intéressant aussi, on voit bien hein, la cadence ascendante ici également. Premier mot, une syllabe. Enfin, premier élément de l'énumération, une syllabe. Deuxième, 3. Troisième élément, le dos courbé, 4. Et le quatrième, les mains croisées, 4 également. Et donc on a bien 1, 3, 4, 4. Et donc c'est intéressant parce que plus les éléments de cette énumération avancent, plus ils sont importants, et plus on comprend que vraiment il n'y a pas moyen, il veut rester tout seul dans son coin, il veut pas qu'on l'emmerde. Et tout de suite en dessous, rejet, l'énumération n'est en fait pas finie, on repart sur un élément très court, donc surprenant, et donc isolé entre deux virgules, donc un élément mis en valeur par Victor Hugo, qui surprend parce que justement les éléments sont de plus en plus longs, et d'un coup il y en a un très court, donc ça c'est l'élément central, et cet élément central c'est triste. Il est isolé en rejet entre deux virgules, il est triste. Et ça, il l'a déjà fait juste avant, on l'a pas dit, mais seul, au-dessus, et lui aussi entre deux virgules, lui aussi isolé en rejet sur le vers suivant, et seul est le mot qui est le plus central dans le poème. C'est-à-dire qu'on a, on l'a dit, 3 x 4, 12 vers, et c'est le tout début du 7e. Donc on est pile au milieu du texte, le mot qui est au cœur du texte, en plein cœur de ce poème, c'est seul, et il est isolé entre deux virgules, donc mis en valeur. La clé du texte, c'est la solitude de Victor Hugo. Pourquoi est-il seul ? Eh bien tout simplement parce que sa fille est morte, et que personne ne comprend sa douleur, donc il se sent seul parce que personne ne le comprend. Les deux mots mis en valeur, c'est seul et triste. Et il poursuit en disant « Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. » Toujours le futur, toujours l'évidence. Et donc les deux, si on enlève tout ce qui est annexe, si on prend vraiment le cœur de la phrase, en enlevant toutes les fioritures, on a en gros « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, et le jour pour moi sera comme la nuit. » Tout le reste au milieu, c'est des descriptions, c'est des éléments à poser pour qu'on comprenne un petit peu jeu, pour développer jeu. Mais en réalité, la proposition principale, les propositions principales. Alors, tout ça n'est pas tout à fait vrai, parce que effectivement, ici, les deux propositions sont coordonnées, puisqu'on a et. D'accord ? Donc, il n'y a pas de principale et de subordonnée. En revanche, il y a deux indépendantes, et effectivement, tous les mots de la phrase se rapportent à l'une ou à l'autre. Donc, voilà. Mais si j'enlève tout ce qui est facultatif, tout ce qui est descriptif, ça nous donne « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, et le jour pour moi sera comme la nuit ». Et donc là, on n'est plus du tout dans l'espoir et l'espérance de la première strophe, hein. On n'est plus du tout dans la même ambiance. Le jour pour moi sera comme la nuit. Comparaison, avec évidemment l'outil de comparaison, bien sûr, qui explique que que ces idées sont noires, littéralement, avec une antithèse, puisqu'on a jour et nuit dans le même vers, bien sûr,
c'est assez basique, mais ça fonctionne très bien. Et avec, évidemment, toute la tristesse, la souffrance, la douleur de Victor Hugo, qui n'imagine pas que ça ira mieux. Là, on comprend que pour lui, c'est fini. Il ne fera plus jamais jour comme avant. Il ne sera plus jamais heureux comme avant. Quelque chose s'est brisé pour toujours. Quelque chose s'est brisé pour toujours. Et donc là, on commence à se dire, ok, donc il est fixé sur ses pensées, il veut pas qu'on l'emmerde, il veut être seul, il est triste, il veut voir personne, personne ne comprend ce qu'il vit, le jour pour lui est comme la nuit, le rendez-vous amoureux, le date qu'on avait imaginé dans la première strophe, part très très mal, d'accord, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et effectivement, c'est dans la toute dernière strophe que l'on va comprendre tout ça. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et j'ai envie de dire, c'est magnifique. Je comprends pourquoi il est dans le top 5 des poèmes préférés, des poèmes les plus connus de la langue française et de la littérature française. Alors, petite explication de texte sur cette strophe. D'abord, je ne regarderai, toujours le futur, donc la promesse, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, très beau, métaphore du coucher de soleil, qui dort le ciel, donc c'est très beau, c'est très joli, l'or du soir qui tombe, avec la nuit qui tombe. Il ne regarde pas la fin de la journée, il ne regarde pas la nuit arriver, il vient de nous dire que pour lui le jour sera comme la nuit, ça n'a donc aucun intérêt de regarder un coucher de soleil, de regarder le passage de l'un à l'autre, puisque pour lui c'est la même chose, tout est sombre. Même l'or du soir qui tombe, donc un coucher de soleil magnifique, n'a aucun sens pour lui, ne mérite pas d'être regardé, parce que pour lui le jour sera comme la nuit. Pour lui, la beauté même du monde n'a pas de sens, parce que sa fille est morte. On est face, quant à la perte d'un enfant, on est face à... Bon, déjà, la mort est en soi quelque chose de traumatique et d'absurde pour l'homme. Je veux dire, si tous les écrivains ont écrit depuis que l'homme est homme, pour dire ce qu'il ne faut pas dire en introduction d'une dissertation, la mort en soi, elle paraît absurde. Donc ça c'est de base, mais en plus la mort d'un enfant, elle apparaît comme d'autant plus absurde qu'elle est contre nature en fait, qu'elle n'est pas dans l'ordre des choses, et donc le cycle même de la vie n'a pas de sens. Voilà, c'est douloureux de perdre une personne âgée, bien sûr, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est de leur âge. Perdre une fille de 19 ans qui vient de se marier il y a quelques mois, c'est horrible, et voilà, plus rien n'a de sens, il n'y a pas de logique. Et cette absurdité renforce la douleur et la souffrance, qui est normale pour la perte d'un proche, mais là, il y a en plus cette dimension-là qui vient se rajouter, qui est horrible. Donc je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Harfleur, du coup, on va regarder ça sur une carte, c'est un petit port sur la Seine, au bout de la Seine, en Normandie, près de la Manche, bien sûr. Harfleur, carte. Donc on est vraiment en aval de la Seine, hein, au bout de la Seine, vers l'estuaire. Je crois pas que ce soit le dernier port avant la Manche. J'ai cru ça longtemps, mais il me semble que j'avais vérifié sur une carte il y a quelques temps. Bon, on va le faire maintenant, pour voir exactement où c'est, mais on est près de l'embouchure, en tout cas, on est près de l'estuaire. Ouais, vous voyez, Harfleur, oui, on est quand même vraiment pas loin. On est quand même vraiment pas loin, donc du Havre, et donc vraiment pas loin. Je crois que c'est juste avant le Havre. Ça se vérifie, mais je crois qu'on est juste avant le Havre. On va regarder ça. Met du temps à charger, ne vous inquiétez pas. Donc il y a Honfleur, très joli Honfleur, allez-y. Ouais, on est vraiment juste avant, quoi. Voilà. Harfleur. Ah, voilà, on va bien voir. On est vraiment au bout du bout. Alors, les voiles descendant vers Harfleur, on est sur un exemple typique
deux métonymies. Une métonymie, c'est quand pour désigner un élément, on va pas le désigner directement, on va désigner un autre élément qui a un lien logique avec lui, et on est plus précisément sur un cas typique de synecdoque. Je vérifie quand même pour être sûr, parce que synecdoque, on va pas se mentir, c'est quand même pas le mot qu'on utilise tout le temps, et c'est pas la figure de style qu'on croise le plus, mais la synecdoque, c'est donc une métonymie qui exploite la relation lexicale d'hyperonymie, évidemment, à savoir la partie pour le tout. Donc quand on dit c'est un fameux 3-mâts, on désigne le bateau, mais en passant par le mât qui lui appartient, et donc les voiles au loin descendant vers Harfleur. Les voiles, c'est une partie des bateaux, et du coup ça les désigne. Bon, ça met 120 ans à charger, donc on va pas se prendre la tête. Je repasse sur le texte. On a compris l'idée, donc les voiles au loin descendant vers Harfleur, tout le monde comprend que ce sont des bateaux. Or, Léopoldine est morte sur un bateau. Ces bateaux-là descendent. Cette idée de descente très symbolique, hein, puisque quand on meurt et qu'on est enterré, on descend, on est mis en terre, on est descendu, descendre quelqu'un. Donc il y a toujours cette idée de mort avec la descente. Les voiles descendent vers Harfleur. Après, elles descendent le fleuve, hein, il y a une manière logique aussi, mais symboliquement c'est assez fort. Elles descendent vers Harfleur. Ce sont donc les barques qui sont sur la Seine et qui partent exactement comme sa fille était sur un bateau, est tombée et est descendue vers Harfleur. Voilà. Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, donc il les regardera pas non plus. Pourtant c'est beau de regarder les bateaux qui passent sur la Seine. Et quand j'arriverai, toujours le futur, je mettrai sur ta tombe, donc là, la chute, on comprend effectivement qu'il ne va pas voir quelqu'un qu'il aime, il ne part pas pour un rendez-vous amoureux, il part pour effectivement se recueillir sur la tombe de quelqu'un. Donc l'absence de tout à l'heure, que la séparation de tout à l'heure n'est pas une séparation géographique, c'est plus que ça, c'est une séparation métaphysique, hein, puisque c'est la mort qui les sépare. Il mettra sur la tombe, qu'est-ce qu'il mettra sur la tombe? Il mettra un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc il mettra des fleurs sur la tombe. Bien. Alors, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, parce que j'oublie systématiquement, mais la symbolique des fleurs, vous savez qu'il y a un langage des fleurs, que les fleurs veulent dire quelque chose, ont des symboles, ont des significations. Et donc je suis allé voir les significations de houverts et de bruyères, pour voir qu'est-ce que Victor Hugo a caché là-dedans. Un exemple très connu, souvent les écrivains utilisent ça, un exemple très connu de langage des fleurs, on a ça chez J.K. Rowling au début de Harry Potter à l'école des sorciers. La première question que Rogue pose à Harry est une question justement de mélange de fleurs. Qu'est-ce que j'obtiens quand je mélange telle et telle fleur? Je sais plus, mais vous pourrez aller rechercher ça chez vous. Il pose une question comme ça, et les deux fleurs symbolisent, une je crois le deuil et l'autre la tristesse infinie, un truc comme ça. Non, l'amour perdu et la tristesse infinie, un truc comme ça. Et en gros il lui pose une question qui symboliquement veut dire qu'est-ce que j'obtiens quand... Voilà, je m'apprête à spoiler la fin d'Harry Potter, donc je vais peut-être pas le faire. S'il y en a qui regardent et qui l'ont pas lu, lisez-le. Mais c'est excessivement subtil, et en fait la réponse c'est Harry Potter lui-même. Ou l'état de Rogue à ce moment-là, par rapport, évidemment, à la mère d'Harry. J'en dis pas plus. Chut. On dit rien. Donc le ouvert et la bruyère en fleurs, je suis allé voir ce que ça signifiait symboliquement. Et j'ai trouvé pas mal de trucs. Alors là, j'ai pas retrouvé le site où j'avais trouvé ça sur mon téléphone, mais voilà, je vous mets des petits éléments qui sont là. La caractéristique commune au ouvert et à la bruyère, c'est que ce sont deux fleurs qui ne... meurent pas, enfin entre guillemets, qui ne fanent pas l'hiver. Ce sont des fleurs du coup qu'on utilise beaucoup l'hiver parce qu'elles sont vertes toute l'année. Et elles fleurissent toute l'année. Donc il y a cette idée de résistance à la mort, et cette idée de vie éternelle, quoi. Donc pour une personne décédée, c'est assez bien trouvé, puisque du coup ça symbolise la vie éternelle, ça symbolise la résistance face à la mort. Or elle est morte, mais l'amour que lui a pour sa fille est éternel. Et je vous rappelle que Victor Hugo croyait en la vie éternelle, donc voilà, il y a du sens. Ça c'est la première chose basique. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Chez les Romains,
on offrait du ouvert aux jeunes mariés en cadeau après mariage de protection, de chance, etc. Pour leur mariage. Or, je vous rappelle que Léopoldine est morte quelques mois après son mariage et elle est morte avec son mari. Donc c'est un espèce de cadeau de mariage. Victor Hugo avait évidemment une culture classique, gréco-romaine, très fournie, donc c'est sûr qu'il avait conscience de ça, connaissance de cette symbolique. Troisième élément, chez les Celtes, le hou était un espèce de protecteur, justement parce que c'est une plante épineuse qui survit l'hiver. On considérait que le hou protégeait les autres plantes, protégeait les cultures, et du coup protégeait aussi les gens des mauvais esprits. Donc pour lui assurer un repos éternel, il met du hou pour la protéger. C'est une lecture qui est tout à fait possible également. Que vous dire de plus? La bruyère. Alors la bruyère, très intéressant, je suis sur langagedesfleurs.com, qui n'est pas un site très détaillé, on va pas se mentir, mais qui permet d'éviter de faire d'énormes bourdes, du genre offrir des roses rouges à votre belle-mère, ce qui sera forcément interprété de manière étrange, parce que je vous rappelle que la rose rouge, c'est la passion amoureuse. Donc essayez de ne pas vous planter non plus. Très succinctement, la bruyère, c'est la force, la solitude, l'amour maternel. Voilà. La solitude, on en a déjà parlé, puisque seul est le cœur du poème. L'amour maternel, donc peut-être l'amour parental, si on extrapole un petit peu. La force, j'avais trouvé d'autres trucs, que justement c'était une fleur qu'on utilisait assez souvent dans les cas de deuil. Bon, souhaiter bonne chance à quelqu'un. Pas sûr, hein. Pas sûr que Victor Hugo vienne souhaiter bonne chance à sa fille, ici. Mais, être joie de la communauté, pas trop, là. Ok. Nostalgie, solitude, lieu isolé des hommes qui apprécient le réel. Donc l'isolement aussi. Elle pousse souvent seule. L'amour solide. La bruyère symbolise la solitude ou l'amour solide. Je sais pas si vous voyez là. Dans les deux cas, ça marche là. Dans les deux cas, ça marche très très bien. Donc symboliquement, les fleurs ne sont pas choisies complètement au pif. Évidemment, elles ont du sens. Elles ont du sens ici. Et donc c'est la chute de ce poème. Ce n'était pas un rendez-vous amoureux comme on l'imagine dans le premier quatrain. C'était vraiment la marche d'un père endeuillé sur la tombe de sa fille. Notez bien que, dans le poème, rien n'évoque directement Léopoldine. Le seul élément qu'on a, c'est Harfleur, et les voiles qui descendent de loin vers Harfleur. C'est très subtil. C'est très très subtil. À part ça, on n'a rien d'autre. Il y a R, comme disent les jeunes. Je suis vieux, c'est terrible. Il n'y a aucun élément direct. Or, c'est intéressant parce que pourquoi Victor Hugo nous raconte ça? Et pourquoi il a choisi de publier ce poème? Eh bien tout simplement parce que c'est un poème lyrique à souhait. Hein. Dans le principe du lyrisme, c'est d'exprimer ses sentiments, ses émotions personnelles, dans le but de toucher le plus grand nombre de personnes. Et autant, effectivement, je suis d'accord avec lui, la profondeur et la puissance de sa souffrance, personne ne peut l'imaginer. En revanche, perdre un proche, c'est une expérience que malheureusement, nous faisons tous, ou nous allons tous faire, pour ceux qui, pour les plus jeunes dans le chat, qui n'auraient pas encore connu ça. Donc le deuil, la perte d'un proche, c'est un sentiment universel, et ce poème, ici, parle de ça. Il parle de l'absence d'une personne aimée. Et ça, malheureusement, c'est une douleur commune, voilà, universelle. Je trouve ça très beau, en fait, que Victor Hugo, à travers ce poème, il n'est pas impudique. Il garde vraiment pour lui ses secrets, sa douleur. Simplement, petite touche, petite dédicace avec Harfleur pour sa fille. Mais sinon, globalement, on est sur quelque chose qui peut être ressenti par tout le monde. Et lorsqu'on est endeuillé, en lisant ce poème, on peut se reconnaître, on peut se retrouver. Voilà. Et donc ça, c'est assez beau également, je trouve. Voilà, bon, on a pas mal de choses déjà. On a parlé 3 quarts d'heure. Et je vous rappelle qu'au bac, vous avez 10 minutes, donc vous ferez votre tri, vous ferez le choix parmi tout ce que j'ai dit. Mais c'est intéressant, même ceux qui ne l'ont pas dans leur corpus, comme il fait quand même partie des poèmes les plus connus, c'est pas mal que vous le connaissiez, en tout cas que vous l'ayez en tête, que vous sachiez qu'il existe. N'hésitez pas dans le chat, ceux qui sont là, à me poser des questions si vous en avez par rapport du coup à Demain dès l'aube de Victor Hugo.
et j'y répondrai avec plaisir. Je vous encourage à... Enfin, je vous encourage, vous faites bien comme vous voulez, mais si vous voulez le retenir par cœur, vous pouvez aller écouter, dispo très facilement sur YouTube, Demain dès l'aube, des Frangines. Groupe de musique qui du coup a mis en musique, en chanson Demain dès l'aube, et qui reprend vraiment cette ambiance qu'on a dans la première strophe, à savoir on croit qu'on part pour l'aventure, ou qu'on part pour un rendez-vous amoureux, un truc un peu joyeux, guilleré, et du coup la chanson permet plus facilement d'apprendre le texte et de le connaître, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour vous familiariser davantage avec ce texte très très beau de Victor Hugo. Oui, je connais, me dit-on dans le chat. Trop bien. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Je vous rappelle, demain, 14h, sur la chaîne YouTube, qui porte le même nom, Monsieur Rico, il y aura du coup le prochain épisode de l'anecdote qui va arriver sur l'identité de Molière et toutes les questions qu'il y a autour de ce mystère littéraire. Donc, elle est très très bien. J'ai bien taffé dessus et je pense que vous allez apprendre plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller la voir demain 14h. Et puis sur Twitch, on se retrouvera au plus tard aux prochaines vacances où je referai des lives. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo, dans le chat, me proposer d'autres textes que je pourrais analyser comme ça, un petit peu comme on a fait cette semaine. Non, c'était très bien, très complet, merci monsieur. De rien. Ça fait zizir. Nickel. Bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bonne fin de vacances. Et bon courage à tous pour la suite. Ciao tout le monde.